Lorsqu'on m'a diagnostiqué FSH, j'étais dans une totale incompréhension de ce que pouvait être cette maladie, des possibles évolutions, de ce qui allait me gêner dans la vie. Je n'avais rien compris. J'ai pas vraiment compris ce qui m'arrivait quand la maladie s'est déclarée et quand on m'a annoncé le diagnostic de la maladie, parce que bon, quand on est jeune, on ne sait pas toujours ce qui nous arrive. Je savais que j'avais quelque chose et je ne comprenais pas pourquoi on ne me soignait pas en fait. Et d'apprendre que c'était incurable, c'est le choc qui est le plus difficile à supporter en fait. Alors effectivement, on peut considérer la FSH comme une énigme pour la myologie et peut-être pour la génétique, puisqu'à ce jour, son mécanisme précis moléculaire n'est toujours pas résolu. Il existe un certain nombre d'hypothèses et probablement le fait de ne pas identifier encore la solution est explicable par la complexité et divers mécanismes en jeu qui découlent les uns des autres ou aboutissent à un effet en cascade. Pour moi, malade, elle n'est pas plus complexe qu'une autre pathologie. Et c'est vrai que je me pose la question, je ne comprends pas pourquoi ça n'avance pas aussi vite. Et en tant que malade, on se posera toujours cette question, pourquoi ça n'avance pas aussi vite. Les patients ont souvent tendance à penser qu'ils sont atteints d'une maladie qui n'intéresse pas les chercheurs, ce qui est faux, c'est une fausse idée. On a compris beaucoup de choses sur la maladie, mais on n'a pas encore de gène en cause pour dire aux patients « voilà le gène qui dysfonctionne et donc voilà l'approche thérapeutique au final qu'on va essayer de développer ». On sait très bien que la notion de temps dans la recherche ne se calcule pas de la même façon quand on est chercheur ou quand on est malade qu'on a de temps. Les pistes de recherche sont multiples et certaines d'entre elles sont très dépendantes de la connaissance bien précise des mécanismes génétiques en cause. On commence à connaître un certain nombre de gènes impliqués, des gènes qui normalement ne doivent pas fonctionner mais qui, pour une raison que l'on commence à comprendre, s'allument. Et les pistes de recherche dans un but thérapeutique essayent de réprimer ces gènes, il faut trouver des moyens pour les calmer un petit peu. Et il y a des travaux en particulier ceux que développe Alexandra Belaïev sur un des gènes qu'elle a identifié qui font l'objet de recherches, mais encore très en amont, dans des modèles animaux qui eux-mêmes sont imparfaits parce que, là aussi, ils sont très dépendants des mécanismes génétiques intimes. Et donc les recherches se poursuivent sur l'identification de gènes et de nouveaux gènes perturbés dans la FSH. Ça, c'est une voie. La deuxième voie, elle porte non pas sur la connaissance des gènes, mais plutôt sur l'hypothèse que, comme il y a des muscles qui sont atteints et d'autres qui ne le sont pas, les muscles qui ne sont pas atteints ont des caractéristiques qui pourraient être mises à profit pour protéger les muscles atteints. Et en particulier au niveau de leurs cellules souches. Et il est possible de les mettre en culture et de réinjecter ces cellules dans les muscles atteints, ce que fait Claude Desnuel à Nice. Et la troisième voie, elle, porte sur un des mécanismes que l'on retrouve dans la maladie et qu'on retrouve dans beaucoup de maladies neuromusculaires, l'oxydation. Il y a des mécanismes d'oxydation qui induisent une dégénérescence du muscle. Et en comprenant bien ce mécanisme d'oxydation dans la FSH, l'équipe de Dalila Laouche cherche à identifier des antioxydants bien spécifiques, bien ciblés, pour essayer de freiner ce phénomène. Voilà les trois voies qui sont poursuivies actuellement, mais qui ne s'appuient que sur une connaissance encore relativement partielle de la maladie. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas tout compris à leur maladie que pour autant ils ne sont pas pris en charge. Les patients sont pris en charge par des experts cliniciens vraiment responsables de leur prise en charge clinique avant tout et du diagnostic, puisque le diagnostic il est avant tout clinique. Je vais régulièrement chez mon généraliste qui est en lien direct avec la consultation, qui reçoit tous les comptes rendus. Et la consultation pluridisciplinaire, c'est tous les ans et demi, hein, tant qu'il n'y a pas de grande évolution.
Moi, je dirais que le suivi dans la FSH est réellement à penser au cas par cas, avec chaque médecin référent de consultation. On l'a vu, il existe des formes qui sont plus sévères, et notamment chez l'enfant ou chez le jeune, il est important de surveiller la fonction respiratoire, voire les yeux et l'audition. Le nom de ma maladie, c'est la dystrophie fascio-scapulo-humérale. Mais en fait, cette pathologie se développe, selon les individus, jusqu'au bout des doigts de pied. Alors effectivement, ce qui n'est pas dans le nom de fascio-scapulo-humérale, c'est l'atteinte des membres inférieurs. Et c'est finalement celle qui est quand même la plus gênante pour bon nombre de patients. Deux personnes différentes dans la même famille peuvent déjà ne pas avoir les mêmes symptômes sur la maladie. Moi-même, qui ai un frère qui a la myopathie, FSH, lui il marche, il a une vie beaucoup plus facile que moi qui suis en fauteuil. J'ai un autre cousin qui est en fauteuil, celui qui avait été diagnostiqué le premier, qui est en fauteuil depuis longtemps. Et nous, mon frère et moi, nous marchons. Bon, avec bien sûr quelques adaptations à nos jambes, hein, puisqu'on est appareillé, mais nous marchons. Un système de releveur du pied va être a plutôt pour objectif de compenser un muscle déficient. Donc il est proposé chez certains patients, à certains stades de la maladie, et pour corriger une fonction bien précise. Donc dans l'esprit de liberté qu'on veut se donner de temps en temps, marcher, c'est quand même quelque chose de fort. Hein. Oui. La pupuche. La pupuche. La pupuche. Je fais partie d'une chorale depuis une douzaine d'années. Donc ça, au niveau respiratoire, c'est très bon avec le chant. Depuis que j'ai plus la possibilité de faire de sport comme je pouvais le faire auparavant, j'ai trouvé une activité assez douce qui était le jardinage, sachant qu'elle peut être assez difficile si on fait l'ensemble des tâches qui sont nécessaires pour maintenir un jardin potager et un jardin de loisirs. Alors j'ai mis des manches assez longs à mes outils, comme ça me permet d'aller assez loin. Alors la douleur pose un problème assez particulier dans la FSH, puisque peut-être là aussi à la différence d'autres maladies neuromusculaires, c'est une maladie qui s'associe fréquemment à beaucoup de douleurs. Et pas n'importe quel type de douleur, puisque ce sont des douleurs localisées que l'on va surtout retrouver dans le cou, la partie haute du dos, une position entre les omoplates. On peut s'aider dans ce cas d'un complément par la kinésithérapie. Et là, il y a des avantages à certaines techniques et de physiothérapie ou de balnéothérapie qui soulagent la douleur de certains patients. Oui, il faut en fait bien connaître sa pathologie, bien connaître ses limites dans tous les mouvements, dans tout ce qu'on fait, bien connaître pour ne pas aller jusqu'au moment où on sent la douleur. Puisque une fois que la douleur est là, ça veut dire qu'on est allé un peu trop loin et qu'on a perdu de nos capacités musculaires et qui ne reviendront jamais. La FSH a donc cette particularité d'atteindre des muscles qui sont parfois peu atteints dans d'autres maladies et qui posent des problèmes spécifiques. Au premier rang desquels on trouve cette atteinte des omoplates et ce décollement d'omoplates. Alors il est vrai qu'il existe plusieurs techniques pour essayer de pallier ce déficit. Une méthode chirurgicale qui est connue d'assez longue date, qui consiste à fixer définitivement l'omoplate sur les côtes. Avec l'orthésiste Madame Desvignes avec laquelle je travaille, on est en train de développer et d'essayer de travailler ce qui est encore un prototype d'une fixation, cette fois-ci par ce que j'appelle moi plutôt un gilet ou une brassière, qui a pour objectif d'améliorer en tout cas la fonction de l'épaule.
On voit des voies de recherche un peu différentes d'un côté ou de l'autre, mais bon, ça peut être salutaire. Il ne faut pas écarter des modes de recherche, des voies qui paraissent utopiques à un moment donné et peuvent déboucher dans quelques années sur des thérapeutiques adaptées. Beaucoup de groupes travaillent sur cette pathologie. C'est un des enjeux majeurs pour la communauté scientifique qui travaille sur les maladies neuromusculaires. Il faut y travailler, il faut s'accrocher, il ne faut pas lâcher. Et une fois c'est déchiffré, on va travailler sur les thérapies moléculaires, c'est clair. Concernant les approches de diagnostic aussi des patients, on a développé récemment une approche qui est encore préliminaire, même si elle est validée sur un certain nombre de cas, qui vise justement à améliorer le diagnostic, avec une fiabilité qui soit la plus parfaite possible, la plus exhaustive possible, et des délais de rendu du résultat qui ne dépassent pas 8 à 10 jours. Le but est de transférer cet outil qui est encore de la recherche vers le laboratoire de diagnostic dans les semaines, mois qui viennent. Personne ne peut dire si la solution arrivera demain ou dans 2 mois ou dans 2 ans ou plus tard. C'est la vérité. Mais on y travaille et ce sont des grands groupes et beaucoup de moyens dévoués à déchiffrer cette pathologie. Il est vrai que la maladie est complexe pour les patients atteints, pour les familles, comme elle l'est pour nous-mêmes, médecins ou scientifiques. Mais je pense que, et notamment ces dernières années, il y a eu des progrès importants dans la marche vers la compréhension des mécanismes moléculaires de cette maladie. Et on voit que si plusieurs pistes ont été ouvertes et qu'aucune n'apporte pour le moment la solution définitive, ce sont autant de voies complémentaires qui probablement vont pouvoir converger et en tout cas permettre d'atteindre la compréhension du ou des mécanismes de cette maladie. Il y a des réseaux de recherche qui se sont établis, assez ciblés sur certaines thématiques, et aujourd'hui aussi des réseaux d'associations. Les associations FSH se regroupent, que ce soit au niveau européen, mais aussi entre l'Europe et les États-Unis, pour essayer d'être plus forts ensemble pour attaquer cette maladie, aussi bien la recherche fondamentale que la recherche appliquée, et aussi avec la mise en place de bases de données, de registres de malades, pour accélérer la mise en place des essais thérapeutiques.